Ok, je sais pas si c'est bon au niveau du... Ça a l'air d'être bon. Alors... Et tout de suite le bilan de mai, de ce que j'ai vu comme film, documentaire, série, et même je vais vous parler un petit peu d'un bouquin que j'ai commencé à lire. Alors je vous rassure, il y a beaucoup moins de films que le mois dernier, hein. Il y a un festival en moins, donc ça réduit considérablement quand même le nombre. Mais comme il y a des films qui m'ont vraiment marqué ce mois-là, eh bien peut-être que ça va faire la même durée. Bref, lançons-nous. Alors si j'ai dit tout ça, c'est parce que je vais commencer par un film que l'on attendait pour beaucoup, qui est sorti à la fin de ce mois de mai, mais que là je parle en premier dans cette vidéo. C'est bien évidemment Furiosa de George Miller, Mad Max Saga comme il est écrit en sous-titre, puisqu'en effet on ne verra pas Max, hein, sauf vite fait lors d'un détour vraiment d'un plan, et le film se concentre donc sur Furiosa. Et je vais tout de suite dire mon avis et ensuite peut-être développer, c'est que j'ai adoré, je pense que c'est un des must-see tout simplement de cette année. On va pas parler de top, mais ça fait déjà 2 fois que je l'ai vu, donc, mais j'ai déjà été le revoir et je pense que je vais encore le revoir et le re-revoir. Pourquoi? Parce qu'il y a toute la maestria de George Miller, qui est un auteur que j'affectionne. On est dans la droite lignée de son film précédent, qui est 3000 ans à t'attendre, et qui n'est pas dans la série Mad Max. Mais à la même façon que son film précédent, mais comme tous les autres films avant, George Miller travaille au corps la mythologie, de qu'est-ce qui suppose de raconter une histoire, de raconter sa légende, de rencontrer une légende. Qu'est-ce qui se joue dans ces histoires que l'on se raconte partout dans le monde et depuis des millénaires? Ça, c'est tout ça qui se travaille derrière cette histoire de Furiosa, au-delà de la marque Mad Max, au-delà de son genre, de à qui ça s'adresse. On est vraiment devant un blockbuster d'auteur comme on en voit rarement. Le dernier en date était le dernier Avatar de James Cameron. Et maintenant c'est Furiosa, ces films sont précieux. Ces films sont peut-être même les derniers dans leur style et c'est assez triste de voir que voilà, ça prend plus en tout cas et que du coup ça part un peu des salles en ce moment. Alors que c'est un film qui va rester 10 ans plus tard, j'en suis bien persuadé, ça c'est sûr. Et que plus on le voit, plus on découvre les subtilités qui se jouent là-dedans, où on découvre à quel point la mise en scène de George Miller arrive à un point, mais d'une perfection assez hallucinante. C'est prodigieux à chaque plan, les transitions entre une action, entre un personnage, entre un décor, un autre, sont absolument sublimes et toujours avec une audace, ou du moins quelque chose qui n'a pas froid aux yeux. J'aurais beaucoup de choses à dire autour de ce film, et sachez qu'en tout cas, foncez le voir si vous hésitez. Il faut se rappeler que c'est un film de narration, un film de mythologie, donc on suit de A à Z la construction de ce personnage de Furiosa, et ça c'est un plaisir immense. Petit sentiment que j'ai eu à la fin de la première vision de ce film, c'est de me dire que c'était le film peut-être le plus violent de la série Mad Max, de la filmographie même de George Miller, rejoignant peut-être Lorenzo, son film qui en apparence n'est pas violent comme ça, mais qui est en fait extrêmement dur sur ce qu'est la condition humaine. Ici on se retrouve un peu avec la même chose, on voit parmi les actions les plus vislardes qu'on a pu voir dans le cinéma de George Miller et même dans le cinéma en général. Pourtant le film n'est interdit qu'aux moins de 12 ans et il traverse quand même beaucoup de choses qui sont très sombres. En tout cas c'est vraiment très très grand, très 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 grand. Et j'espère que les yeux vont s'ouvrir un jour pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais comme pour Fury Road, hein, qui avait eu aussi à son époque son lot de gens qui n'avaient pas aimé et qui peinent à le redécouvrir et qui peut-être avec Furiosa vont le redécouvrir. Très très grand Furiosa, très grand. Je sais pas si j'ai dit des choses très pertinentes, il y a beaucoup de choses qui se disent à droite et à gauche, mais en tout cas ça c'est pour moi du cinéma, vraiment du très grand cinéma. D'ailleurs, petite parenthèse, une des choses qui a rebuté certaines personnes, c'est l'aspect CGI, machin et tout. En vérité, en le voyant une deuxième fois, certes notre œil va se focaliser peut-être sur les mauvaises incrustations, les choses comme ça, mais encore une fois, on est tellement porté par un récit qui est fort, rapide et qui propose son lot vraiment de pics comme ça dramaturgiques que on n'arrive pas à voir les trucs hallucinants qui sont faits en vrai. Le nombre de cascades en bagnole, humaines, pas humains, qui sont accomplis dans ce film est du même niveau que Fury Road, voire même au-dessus. Mais dans la volonté de George Miller de amalgamer toutes les techniques de cinéma pour arriver à une espèce de forme pure de mythologie intrinsèque, universelle et puissante, et bien voilà, on voit pas que à un moment, il y a la caméra, elle fait 2 km en arrière pour faire un travelling et montrer une poursuite entre 2 bagnoles autour d'une crevasse. Je sais pas si vous voyez cette scène, j'en reparlerai peut-être un jour, peut-être. Sinon,
Un film qui a été plutôt l'événement du mois d'avant, mais que j'avais raté parce qu'il y avait plein de films à aller voir, c'était Civil War de Alex Garland, que j'ai vu donc au mois de mai. Du coup, ça m'a permis d'être un peu moins dans la hype ou la détestation qu'il y a pu avoir au moment de sa sortie. Je m'étais pas fait tout un film de ce film auparavant. J'avais un peu arrêté d'espérer quelque chose d'Alex Garland avec son précédent film que j'ai pas du tout aimé, qui s'appelait Men. Donc j'ai été voir Civil War avec pas vraiment d'attente, avec aussi m'être fait un peu spoiler ce qui était vraiment la vraie nature du film, parce que si vous ne le savez pas, Civil War ne parle pas d'une guerre civile qui se passerait aux États-Unis comme ça, qu'on montrerait stricto sensu comme ça à l'écran. Non, on suit en fait des journalistes de guerre comme si s'il y avait ça qui se passait aux États-Unis. Et donc on suit vraiment comment travaillent ces gens-là quand il y a un conflit et quels sont les, disons, les paradoxes de leur métier, les dilemmes vers lesquels ils sont confrontés. Ce sont des personnages que l'on voit beaucoup dans le cinéma des années 70-80, de la question de qu'est-ce que c'est que d'être journaliste de guerre. Et in fine, j'ai été très mitigé par le film. J'ai trouvé ça quand même un cran au-dessus de Men, même si, comme dans Men, il y a beaucoup de moments over the top, vraiment en termes de goût, hein, tout simplement, enfin en tout cas de mon goût à moi. Mais reste qu'Alex Garland a cette faculté quand même à trouver le bon sujet et à aller au bout de son délire à lui. D'ailleurs, c'est un peu ça que je regrette dans ce film-là, c'est qu'il y a une approche un peu... Je suis un artiste, quoi, hein, qui m'a empêché en tout cas de ressentir peut-être quelque chose d'immersif autour de ça. J'ai vu quelque chose d'un peu plus ironique, cynique sur la situation, et qui, comme dans Men, et comme en fait dans tous ces films, il rattrape pas grand-chose. C'est un film un peu misanthrope. Bref, je vais pas aller plus loin parce que je voudrais pas casser le délire des gens qui ont aimé ce film-là, parce que c'est quand même un film qui a une patte, qui a un grain, un truc, qui brasse quand même des thèmes qui sont... aujourd'hui un peu absent au cinéma, et j'ai envie de dire pourquoi pas si ça amène à d'autres réflexions, à d'autres films qui vont aller plus profondément et pas juste dans un espèce de choc après choc comme ça, ce que le film dénonce mais qu'il fait aussi. C'est tout le paradoxe de Civil War et de Alex Garland en général, c'est-à-dire qu'il prend un thème mais il le dénonce tout en le faisant tout à fait. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus que ça, moi j'ai pas trouvé ça hyper top, je me suis même un peu ennuyé, bizarrement, devant le film, ne voyant que les limites de mise en scène qu'a Alex Garland, parce qu'en termes de scénario, ça peut être intéressant, mais en mise en scène, il y a parfois des moments où tu comprends pas tout ce qui se passe spatialement, c'est un peu limité parfois aussi, visuellement, dans le sens où les compositions sont pauvres, tout simplement. Bref, Civil War, si ça vous intéresse, sachez que voilà, c'est un film de personnages, de road trip, de réflexion sur le journalisme et tout ça, et pas tant un truc qui irait droit dans le sujet. Ça le contourne un peu, et une fois qu'on sait ça, eh bien, on peut apprécier ou ne pas apprécier. Pour ma part, ça n'a pas été énorme. Mais je suis content de l'avoir vu quand même. Je l'ai toujours en tête, en quelque sorte, donc peut-être qu'une autre vision plus tard changera mon avis. Ce mois-ci, j'ai été voir, mais alors complètement par hasard, finalement, un peu comme ça, en se disant « let's go », j'ai été voir Challengers, avec Zendaya de Luca Guadagnino. Encore un cinéaste un peu comme Alex Garland que je n'apprécie pas vraiment, mais alors lui ça a été presque depuis le tout début. Je trouve qu'il a un peu les mêmes défauts justement, c'est qu'on lui prête des velléités assez auteuristes et tout ça, mais en vérité en termes de mise en scène, de composition de plans, de découpage, c'est toujours très grossier pour moi. Et au moins, ce qui est bien dans ce film Challenger, parce que oui, j'ai aimé ce film Challengers, je n'y m'y attendais pas du tout, c'est que c'est absolument assumé. Est-ce que c'est parce que le film est une sorte de commande, que le film est dans des schémas classiques de soap opéra, de teen movie, que Luca Guadagnino finalement décide de vraiment faire de la mise en scène abusée. Il y a vraiment juste des moments où j'ai rigolé d'un mouvement de caméra ou d'une idée. Et cette fameuse idée que beaucoup de gens ont critiqué sur les réseaux, qui est ce point de vue de la balle de tennis qui arrive en plein milieu du film. Moi, ça m'a fait mourir de rire. Pourquoi ? Parce que, à la différence d'un film qui serait réalisé par, je sais pas moi, un Besson ou qui sais-je, ou un Zack Snyder, tu sens l'ironie derrière, tu sens le truc de « on va se l'autoriser parce que c'est rigolo ». Je l'ai compris à la fin sur le générique qu'une des raisons de pourquoi je voulais aller le voir finalement ce film-là, c'est parce qu'il y avait la musique de Trent Reznor et Atticus Ross. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là ? Et qui est absolument génial. Il y a une utilisation absolument pareille, outrancière un peu dans le film, et qui est ma foi très intéressante, comme tous ces essais
de mise en scène, idée de mouvement de caméra absolument folle qu'il y a dans le film. Au-delà de ça, on a un trio absolument génial qui a l'air de aussi s'éclater comme jamais. C'est un peu kinky. Moi j'ai vraiment apprécié cette outrance, j'ai beaucoup apprécié l'énergie en fait qu'il y avait dans ce film et je m'y attendais pas du tout de la part de cet auteur et du sujet qu'il a abordé, puisque c'est une sorte de trio amoureux un peu autour du sport. C'est un des rares films que j'ai vu cette année, et même depuis un certain temps, où c'est la fête en fait. C'est la fête. Il y a un truc, il y a une énergie collective qui s'en ressort et qui, ma foi, m'a plutôt enthousiasmé en fait. C'est incroyable. J'ai rattrapé Wendy et Lucy, un film assez difficile à trouver, qui est un film qui a été fait en 2008, je crois juste après les subprimes, et qui suit pour la première fois dans le cinéma de Kelly Reichardt. Alors si vous ne connaissez pas Kelly Reichardt, c'est une autrice américaine qui a récemment eu un succès un peu partout dans le monde avec First Cow, un peu inattendu comme ça, alors que ça fait des années qu'elle travaille son cinéma, qu'elle est prof de cinéma aussi, et qui est parmi, je pense, les cinéastes les plus importantes des 20 dernières années. Puisqu'elle travaille au corps sa région, l'Oregon, l'histoire des États-Unis, les petites gens, on va dire. Il y a toujours quelque chose de très sensible et sincère dans son cinéma. Et dans Wendy et Lucy, ça fait partie d'une trilogie, je crois. Hein. Mais d'ailleurs, c'est les 3 films qui me manquaient. Une trilogie qui est autour de Lucy, qui est tout simplement la chienne de Kelly Reichardt dans la vraie vie. Je dis ça, mais c'est pas le sujet principal. Quoique, dans Wendy et Lucy, ça fait partie complètement du ressort dramaturgique du film. Puisque dans Wendy et Lucy, nous suivons Michelle Williams, qui pour la première fois est donc dans le cinéma de Kelly Reichardt, et qui est une actrice qu'on va retrouver dans pas moins de 4 films, je crois, qui est vraiment son actrice fétiche, qui là joue une jeune femme un peu paumée qui a décidé de tout quitter pour aller travailler en Alaska et qui au milieu de sa route s'arrête dans une petite ville de l'Oregon, donc la région de Kelly Reichardt, et là va lui arriver sur 2-3 jours des péripéties assez dramatiques qui paraissent pas très grandes comme ça, mais qui permet donc à la cinéaste de montrer un état des États-Unis post-subprimes, de jeunes gens qui dorment dans des bagnoles avec leurs chiens, qui cherchent du boulot, où le fric manque, où on se retrouve dans des petites villes qui sont désertées, où il n'y a que des pavillonnaires, des gens qui ne font que passer, et plus vraiment de vie de communautaire. Et voilà, c'est un très très grand film, un très grand petit film comme ça d'allure, qui a toujours la chose qu'a Kelly Reichardt, qui rajoute toujours beaucoup de sensibilité, de poésie dans le monde dans lequel on vit. Elle prend les choses qui sont les plus laides en apparence et elle en fait quelque chose de lumineux, de sublime, qui nous ramène à la condition de chacun. Et voilà, c'est du très grand cinéma, ça rappelle bien évidemment le néo-réalisme, on pense au voleur de bicyclette, pour les étudiants au cinéma du fond là, mais sinon, on est dans quelque chose qui est pour moi ce qui se fait de mieux, en tout cas au 21e siècle, Kelly Reichardt, toujours très inspirante, des films très courts, ce film il dure 1h10 je crois, et qui brasse un nombre incalculable d'émotions et de points de vue sur le monde actuel, un point de vue très doux, et en même temps très affûté, très réaliste comme ça. Wendy et Lucy, voilà, petite perle indé, mais qui traverse les âges et est toujours aussi perspicace, on va dire, si c'est le bon terme. Au mois de mai, je me suis revu un classique, un film culte pour moi, même que j'adore par-dessus tout, comme beaucoup de films de ces cinéastes-là, c'est Arizona Junior des frères Coen. Film absolument incroyable, une comédie d'1h30, très rétrécie comme ça, une flèche qui te prend comme ça d'un coup, avec Nicolas Cage dans son meilleur rôle pour moi, ça lui va comme un gant, mais aussi Holly Hunter dans son meilleur rôle, selon moi. Bon, après, il y a eu la leçon de piano, ah ok, je l'accorde. Mais Holly Hunter sera toujours Ed dans Raising Arizona. Si vous n'avez pas vu Arizona Junior, c'est une espèce de cartoon en live avec le vrai ton des frères Coen qu'ils avaient au départ, avec cette ironie sur la société américaine, sur le récit américain. Et c'est drôle, c'est outrancier, c'est très inspiré en termes de mise en scène. C'est là où les frères Coen ont vraiment montré leur capacité à créer des moments absolument uniques dans le cinéma et qui font quand même référence à des trucs anciens ou qui mélangent
des choses entre le cartoon, le cinéma, bande dessinée. La BO de Carter Burwell est incroyable avec ce yodel absolument cinglé qu'il y a tout le long du film. Les acteurs s'en donnent à cœur joie. La photo n'est pas de Roger Deakins, mais c'est Barry Sonnenfeld qui sera plus tard le réalisateur de La Famille Adams et de Men in Black. Donc on retrouve la touche un peu, je te fais des gros plans avec des grands angles. Et tout ça fait un film absolument fun et aussi bouleversant à la fin. Je trouve que la dernière, toute fin, l'outro de Raising Arizona montre une sensibilité incroyable et cette ironie désespérée qu'ont les Coen et qui le montreront par la suite dans leur filmographie, mais qui est concentrée là, la fin de Raising Arizona. Bref, si vous ne l'avez toujours pas vu, Arizona Junior, trouvez-le, éclatez-vous. C'est un condensé de l'humour des frères Coen et de leur cinéma, de tout. Avant de regarder même Fargo et tous ces films-là qui sont vraiment, je pense que celui-là est le plus fun et le plus accessible en tout cas de leurs films. J'ai enfin vu un documentaire que j'ai entendu parler depuis des années et qui s'appelle Los Angeles Play Itself, qui est un documentaire, un vidéo-essai qui date de 2003, donc voilà, 20 ans pour le voir enfin sous-titré en français, et qui est ma foi très très intéressant puisque le concept de cette vidéo-essai, en tout cas de ce documentaire, c'est que sur pas moins de 2h30, 3h, Tom Anderson, le réalisateur, celui qui a écrit cet essai-là, va raconter sa ville, Los Angeles, par le biais de tous les films qui ont été faits depuis le début de l'histoire du cinéma. Et comment, en fait, quand on regarde des films, on regarde aussi l'histoire de la ville dans laquelle ça a été tourné. Même quand ça a été travesti, quand en fait cette ville doit être montrée comme une autre ville. Et donc, vu la durée du documentaire, comme je viens de vous le dire, vous imaginez bien que c'est abyssal. C'est méga intéressant, on est entre l'urbanisme, le cours de cinéma, la sociologie, et il y a quelque chose de vraiment indépassable par rapport à ce vidéo-essai. On est avant les vidéos-essais YouTube, avant tout ça, et ce travail, ce sacerdoce auquel s'est attelé Tom Anderson est encore aujourd'hui vraiment très pertinent. Et j'ai eu beaucoup de plaisir donc à regarder ce documentaire que j'ai regardé en plusieurs fois, il faut le dire quand même. J'ai dû le regarder en 2 ou 3 fois. Et qui brasse vraiment tous les sujets qui entourent donc cette ville, Los Angeles, ville du cinéma, ville qui, est-ce qu'elle a une âme ou pas? Est-ce qu'on peut reconnaître Los Angeles dans les films? Est-ce que les films racontent Los Angeles comme Los Angeles, lui, le vit? Parce que c'est un résident de Los Angeles et qui part de ce postulat-là, en disant, moi, quand je vais au cinéma, quand je vois Los Angeles, je sais quel quartier c'est. Donc voilà, très grand documentaire pour vraiment les nerds de cinéma, les nerds d'architecture, d'urbanisme, d'histoire américaine aussi. Pas un truc qu'on se met comme ça en fond, c'est pas un petit truc à la BBC, c'est vraiment un truc universitaire, mais qui est formidable. Vraiment, j'ai été un peu sur le cul. Et enfin, je vais vous parler d'un film japonais sur lequel je suis tombé et qui s'appelle Les Menottes Rouges, un film japonais de 1974 réalisé par Yukio Noda, je ne connaissais pas du tout, qui est un film qui s'intègre dans un genre très particulier, très japonais, qu'a repris beaucoup plus tard Tarantino avec les Kill Bill, qui est une sorte de genre qui s'approcherait du rape and revenge qu'on a nous en Occident et particulièrement aux États-Unis et qui s'appelle le Pinku Eiga, je crois. Je ne veux pas me tromper, donc je le redirai pas, mais je crois que c'est le Pinku Eiga, où c'est un savant mélange de violence, de sexe, de vengeance et d'images très léchées, de composition très manga. D'ailleurs, le film que j'adore dans ce genre-là, c'est La Femme Scorpion, qui est un must-see, qui est vraiment la base de toutes ces héroïnes badass qu'on voit dans le cinéma japonais de ces années-là. Donc voilà, ça c'est le trigger warning à vous dire, c'est qu'on est dans un truc, même dans le torture porn aussi. Il y a beaucoup de ça dans Les Menottes Rouges d'ailleurs, son nom l'indique. Il y a une histoire où les gens adorent faire des choses, mais horribles. Dans ce film-là, il y a des choses qui sont horribles et impensables dans le cinéma occidental, que ce soit d'hier ou d'aujourd'hui. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver la maestria qu'il y a dans ces films japonais tournés en cinémascope dans les années 70, où on s'autorise des jets de sang absolument outranciers, des scènes de cul absolument frontales, qui abordent des kinks vraiment chelous, à se demander pourquoi les gens allaient voir ces films-là au cinéma à l'époque.
Je pense que c'était pour se rincer l'œil bizarrement. Et on se retrouve encore avec une héroïne méga badass qui arrive à ses fins dans la vengeance et qui parle aussi de la corruption politique. Il y a vraiment un truc où dans ce film-là, ça n'a pas froid aux yeux et ça va à fond et avec des moments baroques de mise en scène comme jamais, comme on ne voit plus du tout. Et voilà, j'ai vraiment kiffé Les Menottes Rouges, un film vraiment comme ça un peu introuvable sur lequel je suis tombé par hasard et qui est pas le plus grand de son genre mais qui comporte certaines idées et une mise en scène ma foi assez étonnant. Et je vous ai dit qu'en intro, je vous parlerai d'une série et d'un bouquin. La série que j'ai terminée au mois de juin, mais que j'ai commencé au mois de mai, donc je vous en parle tout de suite, c'est Le Monde de Demain, une création de Catel Kiléveré et Elie Cisterne et David Elkaïm. Bon, je crois que c'est leur première création, ces trois personnes, et qui concerne, ça j'ai oublié de dire, comme son nom l'indique, l'histoire de NTM. Alors c'est assez étonnant parce que comme la guerre des boutons à son époque, il y a eu à peu près en même temps deux créations autour de l'histoire de NTM, de Joey Starr et Cool Chain. Il y a Suprême qui était sorti au cinéma avant cette série-là, je crois, et cette série, Le Monde de Demain, qui est donc une série qui était passée à l'époque sur Arte, je crois, et qui est aujourd'hui disponible sur Netflix. Je vais parler par quatre chemins, j'ai beaucoup aimé cette série, j'ai trouvé ça d'une justesse absolue sur en tout cas l'énergie qu'il y a pu avoir et qu'il y a encore aujourd'hui dans ces milieux-là, enfin en tout cas je l'espère, même si parfois les dialogues, le scénario prend des raccourcis et parfois même à la lorgnée d'un truc un peu comme Hartley Cœur à vif, enfin une série où t'as des personnages qui disent des phrases où ils expliquent tout ce qui se passe en fait au fond du scénario, et bien il y a un truc qui match, il y a une étincelle, il y a une énergie, les acteurs sont tous incroyables, en premier lieu bien évidemment ceux qui jouent Cool Chain et Joey Starr, à savoir Anthony Bajon et Melvin Boomer. Melvin Boomer d'ailleurs qui est une vraie révélation dans ce film, qui jouait Joey Starr, et c'est hallucinant, hallucinant. Même si vous aimez pas la musique d'NTM, sachez que c'est pas la différence avec Suprême, c'est que ça montre vraiment les pire que les débuts. C'est avant même que ça commence, on voit vraiment la jeunesse de ces deux gars. Et c'est vraiment dans le dernier épisode, les deux derniers épisodes, qu'on voit les débuts d'NTM. Donc avant, on voit juste quels sont les éléments mis bout à bout qui amènent à une étoile filante comme NTM qui a secoué tout le monde. Et au-delà de ça, au-delà de NTM soi-même, ça montre comment un succès se crée en fait. Et à ce sujet, ce n'est pas juste un biopic en série de NTM, mais aussi de Dynasty, un DJ méga important de la scène hip-hop des années 90-2000. Et là, c'est une autre révélation d'acteur qui est Adranik Mané, incroyable dans le rôle de Dynasty. La reproduction du Paris des années 80, du 9-3 des années 80 est absolument juste aussi, jamais outrancière. Juste ce qu'il faut. Bref, j'ai passé un super bon moment devant cette série. Et voilà, quel plaisir de démystifier un peu les choses et en même temps de montrer que la légende qu'il y a là-dedans. Et pour ce qui est du bouquin, c'est que j'ai commencé à lire Cinema Speculation de Quentin Tarantino. J'attendais pas grand-chose en fait de ce livre. Je l'ai pris, pour tout dire, à la bibliothèque en me disant bon ben écoute, t'es kiffeur de cinéma, tu vas lire ce truc-là. Et en fait, c'est hyper prenant, c'est hyper cool. On trouve en fait vraiment le débit de Tarantino en papier, et du coup on lâche pas, et ça fait des petits chapitres sur des films à chaque fois, enfin en tout cas au départ il chronique film par film, et puis après il y a des sujets plus gros comme par exemple le nouvel Hollywood ou Brian De Palma. Et en fait ce qui est étonnant dans ce livre là, c'est que c'est pas juste des analyses de films, des chroniques de films comme pourrait le voir Quentin Tarantino, mais il explique aussi dedans sa biographie, d'où il vient, comment il a vu ses films à l'époque. Et alors, en plus d'avoir une analyse très personnelle de films des années 70 particulièrement, par le prisme d'un cinéaste très marqué aussi, et bien en fait on a des outils pour mieux comprendre les films de ce cinéaste Quentin Tarantino, puisqu'il nous dévoile vraiment, sans pudeur aucune, certains moments de sa biographie, de sa vie, qui sont des clics déclencheurs et qui a une résonance véritable en fait dans ses propres films. Donc je vous laisse découvrir quelles sont ces choses-là. En tout cas, c'est très touchant, ce parcours de cinéphile, et qui là laisse une trace de qu'est-ce que c'était que d'aller voir des films dans les années 70 à Los Angeles. C'est un résident de Los Angeles qui d'ailleurs m'a fait le parallèle avec Los Angeles Play Itself en même temps. C'était une expérience assez troublante
de regarder ce documentaire et de lire en même temps les mots de Tarantino pour voir en fait la réalité de cette ville, et qui va de pair aussi avec son dernier film qui est Once Upon a Time in Hollywood, bien évidemment. Et donc voilà, je n'ai toujours pas fini, c'est absolument fascinant, il y a des trucs dont je suis pas d'accord avec lui, mais je trouve que la manière dont il le défend c'est toujours très intéressant. Et voilà, je ne saurais que recommander pour les kiffeurs de cinéma hein, et les kiffeurs de Tarantino aussi, mais surtout pour les kiffeurs de cinéma de lire ce bouquin, c'est je pense parmi les meilleurs bouquins. Parce que justement c'est pas théorique, c'est pas dans la grande histoire du cinéma, non, on est dans une espèce de point de vue personnel sur les choses et ça fait du bien. C'est très agréable à lire en fait. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, cette vidéo sera aussi longue que les précédentes, c'était sûr, parce qu'il y a eu des trucs super chouettes. Furiosa, je sais pas si j'en ai aussi bien parlé que de la façon dont il a résonné en moi. C'est un film que je trouve presque supérieur à Fury Road, et je suis déjà un grand fan de Fury Road, mais là, ça touche quelque chose pour moi d'ultime. Je sais pas comment expliquer, on est entre de la fantasy et... Voilà, c'est du très grand cinéma. Je vais peut-être aller le voir une troisième fois s'il est encore au cinéma. En tout cas, foncez-y si vous n'êtes toujours pas allé le voir. Il y a un film à voir cette année, je pense que c'est celui-là. Des petites nouvelles de la grosse vidéo. J'espère ne pas faire monter la sauce de trop parce que ça reste une vidéo qui sera même moins longue, je pense, que ce que je fais là. Mais voilà, ça avance petit à petit. C'est défi après défi par rapport au montage de ce truc-là. Et j'en parlerai peut-être plus longuement une fois sorti. Mais voilà, peut-être que je vais la garder pour la rentrée. Donc ça aura fait vraiment juste 8 mois que je vous fais attendre par rapport à cette vidéo. Donc voilà, merci encore de suivre cette chaîne, de continuer à interagir avec mes vidéos, que ce soit par les commentaires, par les likes, par vos abonnements. Je le dis à chaque fois, mais c'est une stricte vérité. C'est méga important pour moi. Encore plus de juste les stats. C'est important de parler de ce que l'on aime et de voir que ça rebondit. C'est pour ça que je continue à faire des vidéos et c'est pour ça que je continue à développer en tout cas mes avis. C'est parce qu'il y a des interlocuteurs. Sur ce, portez-vous bien. On se revoit le mois prochain en tous les cas avec un bilan encore. Et voilà. Ciao Internet.